Qu'est-ce que le vecteur position d'un point M, vecteur position OM1, exprimé dans le repère cartésien R, O et J? Alors, tout simplement, le point M1, c'est un point qui est positionné dans l'espace, qui a deux coordonnées, x1 en mètres, la position sur l'axe des x, évidemment, et y, c'est la position sur l'axe des y. Le vecteur OM1, que vaut-il? Eh bien, il est égal à cette distance fois le vecteur i. Cette distance, c'est OX1. Vecteur position OM1. On va se placer dans le repère cartésien O et J, une origine, le point O, deux vecteurs unitaires I et J. Vecteur unitaire, ça veut dire que la norme de I égale la norme de J égale 1. 1 étant sans unité, attention. Que vaut le vecteur position OM1? Eh bien, il est égal à ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Ce vecteur-là est égal à quoi? À x1 fois le vecteur i. x1 fois le vecteur i. Plus ce vecteur-là qui vaut quoi? Donc ça, c'est x1, i. Ce vecteur-là est égal à y1 fois le vecteur j. Plus y1 fois le vecteur j. Alors, à vous de déterminer numériquement la valeur du vecteur position OM1 d'après le repère cartésien OIJ. Ça y est? Donc, on compte x1, 1, 2, 3, 4. x1 égale 4 quoi? 4 mètres. y1 égale quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mètres. Donc, que vaut le vecteur position OM1? Eh bien, il vaut tout simplement x1 qui est 4, 4 fois le vecteur i, plus y1 qui vaut 5, plus 5 fois le vecteur j. Si maintenant on voulait déterminer la distance OM1, eh bien, d'après le théorème de Pythagore, cette distance au carré égale cette distance au carré plus cette distance au carré. Autrement dit, ce qu'on appelle la norme de OM1, c'est-à-dire la longueur de OM1, elle est égale à quoi cette longueur? Eh bien, on sait que OM1 au carré égale cette distance au carré, c'est x1 carré plus y1 carré. Ça implique donc que OM1 est égal à racine carrée de x1 carré plus y1 carré. Voilà pour le vecteur position OM1. Alors, on a une autre façon d'écrire le vecteur position OM1, x1i plus y1j. On peut aussi mettre que OM1, il a deux coordonnées, x1 et y1. Comme nous l'avons vu précédemment, x1 égale 4 mètres, dans ce cas précis, et y1 égale 5 mètres. Ça veut dire tout simplement que si on étudie le mouvement d'une mouche, si la mouche se pose à cet endroit-là, ça veut dire tout simplement qu'elle s'est posée à une distance de 4 mètres de l'origine des abscisses et à une hauteur de 5 mètres, évidemment, toujours par rapport à l'origine du point O. Généralisons maintenant l'expression d'un vecteur position AB dans l'espace. Voici un point A, voici un point B, et voici le vecteur AB. Donc je vous demande, que vaut le vecteur AB? Je vous demande son expression littérale, puis son expression numérique, avec des nombres. Généralisons le principe d'un vecteur position AB. Le vecteur AB, je vais vous demander, que vaut ce vecteur AB? Et quelle est sa norme? À vous de bosser. Ça y est? Alors, attention au vecteur AB. Le vecteur AB, c'est la somme de ce vecteur-là plus de celui-ci. Que vaut ce vecteur-là?
eh bien, sa longueur correspond à quoi? À xb moins xa. Donc le vecteur AB, il est égal à xb moins xa, fois évidemment le vecteur unitaire i. Ce vecteur-là, que vaut-il? Eh bien, sa longueur, c'est yb moins ya. Donc, plus yb moins ya. Fois quoi? Eh bien, fois le vecteur unitaire j. Attention, ceux-ci sont des grandeurs algébriques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être positives ou négatives. Dans ce cas-là, elles sont positives, car xb est plus grand que xa, et que yb est plus grand que ya. Mais dans le cas général, ces deux valeurs-là, ces deux coordonnées du vecteur AB, eh bien, peuvent être positives ou négatives. Faisons l'application numérique. Eh bien, le vecteur AB, xb, on voit qu'il est égal à 1, 2, 3, 4, 5. 5 mètres. Moins xa qui vaut 1, 2 mètres. Fois le vecteur i. Plus yb, ça vaut 1, 2, 3, 4, 5. 5. Moins ya qui vaut 1, 2, 3. Fois le vecteur j. Autrement dit, le vecteur AB est égal à 3i plus 2j. Que vaut maintenant sa norme? La norme de AB correspond à la longueur de AB. Cette longueur, d'après le théorème de Pythagore, est égale à cette longueur au carré est égale à cette longueur au carré plus cette longueur au carré. Ce qui nous fait AB au carré, qu'on notera tout simplement AB carré comme ceci en physique, égale cette longueur au carré, c'est xb moins xa au carré. xb moins xa au carré. Plus cette longueur qui vaut yb moins ya au carré. Là, c'est petit, là. Hein. Donc, AB égale racine carrée de xb moins xa, c'est 3. 3 au carré, plus yb moins ya, ben plus 2 au carré. Le tout, évidemment, en quelle unité? En mètres, car il s'agit d'une longueur. Je vous laisse faire le calcul avec votre machine à calculer. Qu'est-ce qu'on appelle le vecteur vitesse v instantané? Imaginons un point M qui à l'instant T1 se retrouve au point M1 et à l'instant T2 se retrouve au point M2. Hop, il a donc parcouru pendant un laps de temps T2 moins T1 une distance M2, M1, M2. Bien. Que vaudrait la vitesse? Ben, vous me diriez quoi? La distance parcourue M1, M2 sur la durée du parcours T2 moins T1. Autrement dit, M1, M2 sur ce petit intervalle de temps qu'on va noter dt. Élément différentiel de temps. Petit intervalle de temps. Au niveau vectoriel, eh bien évidemment, un vecteur égale un vecteur. Donc, que voudrait le vecteur vitesse v? Eh bien, le vecteur M1, M2, que voici, que voilà, divisé par dt. Or, d'après la relation de Charles, vous savez que M1, M2, c'est égal à M1O plus OM2. Ce qui signifie que le vecteur vitesse est égal à OM2 moins OM1. O étant évidemment l'origine du repère cartésien O et J, avec les deux vecteurs unitaires I et J, sur dt. Ceci, c'est une petite variation vectorielle de position. Donc, comment est-ce qu'on va la noter? Eh bien, d de OM, petite variation du vecteur position OM sur dt. Autrement dit, le vecteur vitesse instantanée est égal à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps.
exprimons ceci par rapport aux coordonnées de OM. Eh bien, je remplace le vecteur position par xi plus yj. Le vecteur unitaire i et j sont constants. Donc, la dérivée de xi par rapport au temps va être simplifiée, plus la dérivée de j par rapport au temps. Comme le vecteur i et j sont constants, à ce moment-là, on peut les sortir de la dérivée. Autrement dit, le vecteur vitesse est égal au vecteur i fois la dérivée de x par rapport au temps, plus le vecteur j fois la dérivée de y par rapport au temps. À quoi correspond dx sur dt? C'est une petite variation de x, ici, dx, petite variation de position sur l'axe des x, en un temps donné. Eh bien, ça veut dire tout simplement que c'est quoi ça? C'est des mètres par seconde. Il s'agit donc quoi? Eh bien, de la vitesse sur l'axe des x du point M. Comment est-ce qu'on va la noter? La vitesse sur l'axe des x du point M, on va la noter Vxi. Plus dy sur dt, c'est quoi? Une petite variation de position, voilà le dy, petite variation de position sur l'axe des y, qui est effectuée en une petite variation de temps. Eh bien, tout simplement, c'est quoi? C'est des mètres par seconde, mais sur l'axe des y. C'est la vitesse sur l'axe des y du point M. Donc, plus v, y que j. Le vecteur vitesse v a donc deux coordonnées qui sont sa vitesse sur l'axe des x qu'on note vx, sa vitesse sur l'axe des y qu'on note vy. Quelle va être l'unité? Eh bien évidemment, des mètres seconde moins 1 pour la vitesse sur l'axe des x et évidemment des mètres seconde moins 1 pour la vitesse sur l'axe des y. En conclusion, dans un référentiel donné, le vecteur vitesse instantané, donc à l'instant t d'un point M du système noté v de t, est égal à la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Vecteur vitesse instantanée égale la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Tout ça à l'instant t. Qu'on peut écrire de la façon suivante, v de t égale vxi plus vyj, avec vx coordonnées de la vitesse sur l'axe des x et vy coordonnées de la vitesse sur l'axe des y. Un petit exercice maintenant sur ce vecteur vitesse v instantané. Imaginons que Vx soit égal à 2 mètres par seconde et Vy soit égal à 4 mètres par seconde. Ça veut dire tout simplement que en une seconde, le point M parcourt 2 mètres sur l'axe des x et en une seconde, eh bien, le point M parcourt 4 mètres sur l'axe des y. Que vaut le vecteur vitesse v? Eh bien, on sait que le vecteur vitesse v, c'est égal à sa coordonnée sur l'axe des x, que l'on note vx, fois le vecteur i, plus sa coordonnée sur l'axe des y, qu'on note vy, fois le vecteur j. Le vecteur vitesse, v, est donc égal à 2 mètres par seconde fois le vecteur i, plus 4 mètres par seconde fois le vecteur j. Traçons ce vecteur vitesse. 2 fois i, 1, 2. Voici pour ce vecteur. Ici, 2i. Plus 4j, 1, 2, 3, 4. Voici le vecteur 4j. Autrement dit, le vecteur vitesse, ici, est égal à 2i plus 4j. Que vaudrait, par exemple, sa norme? Eh bien, toujours la même chose. Cette norme, donc v au carré, est égale à cette norme au carré, plus cette norme au carré. Donc ça nous donne donc v carré égale 2 est égal à vx carré plus vy carré
ce qui me donne pour la vitesse v racine carrée de 2 au carré plus 4 au carré. Tout ça en quelle unité, évidemment? En mètres par seconde, puisqu'il s'agit de vitesse. Différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Je pars à 8 h du matin à Marseille, j'arrive 10 heures plus tard à Paris, 800 km, 800 divisé par 10, 80 km par heure. Ça, c'est une vitesse moyenne. Mais évidemment, entre Marseille et Paris, bien parfois je vais à 130 km par heure, c'est la vitesse instantanée qui est donnée par le compteur de vitesse, et puis parfois je vais à 0 km par heure quand je vais manger un sandwich sur un arrêt d'autoroute. Donc ça, c'est la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. On va voir maintenant au niveau de son expression mathématique. Quelle est la différence? Le vecteur vitesse moyenne est égal à la variation du vecteur position OM divisé par la durée delta t du parcours. Vitesse moyenne égale variation du vecteur OM sur variation de temps. Attention, delta représente une grande variation alors que d représente une petite variation. Donc on assimile le vecteur vitesse moyenne au vecteur vitesse instantanée quand la valeur delta tend vers 0. La vitesse instantanée, c'est la dérivée de OM par rapport au temps, et c'est égal à la limite quand delta t tend vers 0 de delta OM sur delta t. Caractéristique d'un vecteur vitesse v. Imaginez un mobile, par exemple, ou une mouche qui se promène comme ceci. Et à l'instant t1, elle se trouve au point 1. À l'instant t0, elle se trouvait au point 1,0. Et à l'instant t2, elle se trouve au point 1,2. On se demande quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse. Eh bien, première chose, le vecteur vitesse, comme tout vecteur, il a une direction. Une direction, c'est une droite. Quelle droite? Eh bien, la droite qui est tangente à la trajectoire au point 1. Donc, direction, droite, tangente à la trajectoire au point 1. Ça, c'est la première chose. À la trajectoire au point 1. Ensuite, quelle est sa direction? Eh bien, sa direction de ce vecteur, c'est celui, plus exactement, c'est celle du mouvement. Le mouvement, c'est dans ce sens-là. Donc, la direction, c'est cette droite, et le sens, c'est celui du mouvement. Ne faites pas la confusion entre direction, qui est une droite, et sens, qui est soit vers la droite, soit vers la gauche. La norme, eh bien la norme, c'est V. Norme de V, on l'écrit comme ça en physique. V sans la flèche et les deux barres. Cette norme, elle est en mètres secondes moins 1. Et le point d'application du vecteur vitesse, eh ben, c'est le point 1, puisque c'est la vitesse au point 1. Donc le point d'application, c'est le point 1. Il ne nous reste plus qu'à mettre à côté de ce qu'on appelle maintenant le segment fléché, c'est le vecteur, hein. Le nom, c'est vecteur vitesse V1. Alors prenons un exemple, imaginons que norme, donc je vais la donner V1 puisqu'il s'agit du point 1, la vitesse au point 1. Imaginons que la vitesse de la mouche au point 1 soit égale à, allez, on va dire 10 cm seconde moins 1. Comment tracer ce vecteur? Eh bien, il faudra une échelle. Donc, par exemple, 1 cm représente 5 cm puissance moins 1. Seconde moins 1. À ce moment-là, que vaudra la longueur du vecteur vitesse V1? Longueur du vecteur vitesse VA1. Eh bien, tout simplement, comme la vitesse vaut 10 mètres par seconde, un petit produit en croix, 10 cm par seconde, eh bien, cette longueur fera 2 cm. Je tracerai donc un vecteur de 1, 2 cm de long pour représenter le vecteur vitesse V1 de la mouche
Qu'est-ce qu'on appelle vecteur accélération? Alors, le mot accélération, vous le connaissez. J'ai une voiture, par exemple, qui va à une certaine vitesse. D'un seul coup, elle augmente sa vitesse, elle accélère. Donc, il y a une notion d'augmentation de vitesse. Alors, on va prendre le cas le plus simple. L'automobiliste va à une vitesse V1, telle que la norme de V1 soit égale, par exemple, à 5 mètres seconde moins 1, à l'instant T. Et puis, un court laps de temps après, la vitesse augmente. Le vecteur vitesse V2 représenté ici est tel que la norme de V2 soit égale à 10 mètres seconde moins 1. Il s'est écoulé une durée T2 moins T1. Comment est-ce qu'on pourrait définir le vecteur à l'accélération? Eh bien, le vecteur à l'accélération, il serait égal à quoi? Au vecteur vitesse V2 moins le vecteur vitesse V1 sur T2 moins T1. Alors, à quoi correspond ce V2 moins V1? Eh bien, c'est une petite variation du vecteur vitesse, on le nomme D de V. T2 moins T1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une petite variation de temps, on la nomme dt. Autrement dit, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse sur le temps. On l'écrit d'une autre façon, a égale limite quand delta t, delta c'est une grande variation, delta t tend vers 0, delta t tend vers 0, de quoi? De delta v sur delta t. C'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Voyons maintenant l'expression des coordonnées du vecteur accélération. Le vecteur vitesse, son expression c'est Vx i plus Vyj, Vx et Vy étant les coordonnées du vecteur vitesse dans le repère OIJ cartésien. Bien. Le vecteur accélération, que vaut-il? Eh bien, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, c'est-à-dire de Vxi plus Vyj. Ce qui nous fait le vecteur accélération égale la dérivée de Vx par rapport au temps fois le vecteur i, puisque le vecteur i, lui, est constant. On peut le sortir de la dérivée. Donc c'est égal à la dérivée de Vx par rapport au temps fois le vecteur i, plus la dérivée de Vy par rapport au temps fois le vecteur j. Comme il s'agit d'une accélération, ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'accélération sur l'axe des x. Le vecteur accélération est égal à AXI plus AYJ. Dans notre cas particulier, prenons un exemple. Le mouvement n'a lieu que sur l'axe horizontal. Le repère R, O, I, J, voilà, est représenté ici. AY, il est égal à 0. 0 quoi? Quelle unité? Eh bien, au numérateur, j'ai des mètres secondes moins 1. Au dénominateur, j'ai des secondes. Donc, AY est égal à 0 mètres secondes moins 2. Voilà l'unité d'accélération. Que vaut AX? AX, c'est d de Vx sur dt, c'est-à-dire Vx à l'instant t2 moins Vx à l'instant t1 sur t2 moins t1. C'est-à-dire, pour l'accélération sur l'axe des x, la norme de V est égale à 10 mètres par seconde, donc sa coordonnée, qui est la projection du vecteur sur l'axe des x, est égale aussi à 10 mètres par seconde. Donc, on a 10 moins Vx1, la coordonnée du vecteur vitesse V1 sur l'axe des x, vaut 5 mètres seconde moins 1.
T2, eh bien on va dire que T2 est égal à 2 secondes, et puis T1 est égal à 1 seconde. Donc, divisé par 2 moins 1, ce qui nous fait 5 mètres seconde moins 2. Qu'est-ce que signifie que AX égale 5 mètres seconde moins 2? Eh bien, tout simplement qu'en 1 seconde, la vitesse sur l'axe des X varie de 5 mètres par seconde. C'est-à-dire, en 1 seconde, elle vaut 5 mètres par seconde. C'est-à-dire que si à l'instant T1, elle vaut 5 mètres seconde moins 1, à l'instant T2, elle vaudrait 10 mètres seconde moins 1, à l'instant T3 égale 3 secondes, elle vaudrait 15 mètres seconde moins 1, à l'instant T4, 20 mètres seconde moins 1, etc., etc. En conclusion, dans un référentiel donné, le vecteur accélération instantanée noté A de t est égal à la dérivée du vecteur vitesse v de t par rapport au temps. Ax et y sont les coordonnées du vecteur accélération dans le repère cartésien orthonomé R. L'unité légale de coordonnées, évidemment, est le mètre seconde moins 2. Donc A de t égale la dérivée de v par rapport au temps. C'est aussi égal à la limite du vecteur qui serait l'accélération moyenne, delta v sur delta t, quand delta t tend vers 0. A de t est égal à AXI plus AYJ. AX, c'est la dérivée première de Vx par rapport au temps, et AY, c'est la dérivée première de Vy par rapport au temps. Une petite remarque, comme Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps, on peut dire que AX, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Et AY, c'est la dérivée seconde de y par rapport au temps. Caractéristique du vecteur accélération. On a vu que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Autrement dit, le vecteur accélération est collinéaire à la variation du vecteur vitesse. On aurait pu l'écrire de la façon suivante. 1 sur dt, ceci est un nombre, 1 sur la variation de temps, en seconde moins 1, 1 sur des secondes, fois d de v. Comme on a un vecteur grand A qui est égal à B fois un vecteur grand B, A et B sont collinéaires. Même chose pour le vecteur accélération et le vecteur variation de vitesse. Autrement dit, le vecteur accélération, quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, ce vecteur A est collinéaire au vecteur d de V, donc la direction de ce vecteur accélération, eh bien, elle est idem à celle de d de V. Ensuite, le sens 1 sur dt est positif, la variation de temps est positive, donc on a par exemple A égale 3 fois d de V, donc le sens c'est le même que celui de d de V. Sens idem à celle de la variation de d de V. Ensuite, la norme. Bien, la norme, on l'écrit comme ceci, ou comme ceci en physique. C'est tout simplement égal à la valeur absolue de 1 sur dt, mais 1 sur dt étant positive, c'est égal à 1 sur dt, fois la norme de d de v, qu'il va falloir trouver pour trouver la norme du vecteur accélération. Et dernière chose, si c'est par exemple l'accélération au point M1, on la notera A1. Donc, le point d'application de ce vecteur, eh bien, c'est le point de la trajectoire à l'instant t considéré. Une dernière chose, la norme de l'accélération étant évidemment mètre seconde moins 2. Un petit exercice maintenant. Voici un mouvement circulaire uniforme. La norme de la vitesse est constante, mais le vecteur vitesse n'est pas constant puisque la direction du vecteur vitesse change. À l'instant t0,
le point se trouve en M0, à l'instant T1 le point se trouve en M1 et à l'instant T2 le point se trouve en M2. On a tracé le vecteur variation de vitesse dV qui est égal à V2 moins V1, vecteur vitesse V2 moins vecteur vitesse, V0, V1 moins V0, voilà le vecteur vitesse dV, et on vous demande quelles sont les caractéristiques du vecteur accélération. À vous. Ça y est? Bon, alors, la direction, eh bien, on a vu que le vecteur accélération est colinéaire au vecteur dV et de même sens, donc la direction, quoi qu'il arrive, c'est celle ou celui du vecteur variation de vitesse dV. Donc cette direction, la voici, la voilà. C'est une droite qui passerait par le point O, centre du cercle, et le point M1. Ensuite, le sens, eh bien, 1 sur dt est positif. Autrement dit, le vecteur accélération est de même sens que le vecteur dv. Donc le sens, c'est celui de dv. Ensuite, norme ou valeur, eh bien, la norme de A1 est égale à la norme de dv. Voilà. Sur dt. Norme de dv, eh bien, on l'avait donné déjà précédemment, elle valait 3 mètres par seconde. dt 0,1. Donc 3 sur 0,1, ça fait 30. 30 quoi? Mètres seconde moins 1 sur des secondes, ça fait bien 30 mètres secondes moins 2. Quel est le point d'application maintenant? Le point d'application, c'est le point M1, à l'instant T1 considéré. Point d'application, c'est M1. Voilà pour les 4 caractéristiques du vecteur accélération. Alors, dernière chose, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tracer ce vecteur accélération. Le vecteur accélération, il va falloir trouver une échelle. Par exemple, 1 cm représente 10 mètres secondes moins 2. Autrement dit, la longueur du vecteur accélération A1 vaudra quoi? Eh bien, 3 cm, puisque sa norme vaut 30 mètres secondes moins 2. 3 cm qui représenterait 30 mètres secondes moins 2. Il ne reste plus qu'à le tracer. Eh bien, tout simplement, il part du point M1. Il va dans ce sens, sur cette direction, et il fait 1, 2, 3 cm de long, puisque sa norme vaut 30 mètres secondes moins 2. Voilà pour le vecteur accélération au point 1. M1, pardon. Quelle méthode pour tracer le vecteur accélération A? Alors, nous allons déterminer le vecteur accélération au point M1. Nous savons qu'il est égal à la variation du vecteur vitesse. À l'instant t0, la vitesse vaut v0. À l'instant t1, la vitesse vaut v1. Puis à l'instant t2, la vitesse vaut v2. Donc le vecteur accélération au point M1, c'est égal à la variation du vecteur vitesse qui est égale à au vecteur vitesse à l'instant t2, juste après l'instant t1, moins la vitesse juste avant l'instant t1, c'est-à-dire l'instant t0, vitesse v0, divisé par l'intervalle de temps, t2 moins t0. Alors évidemment, pour tracer ce vecteur accélération, il faut tracer le vecteur variation de vitesse, v2 moins v0. Comment on fait? On le trace d'abord au point M1, puisque c'est l'accélération au point M1. Donc voici v2. Moins v0, v0 il est ici, moins v0, le voilà. Il ne reste plus qu'à tracer le vecteur dv qui vaut v2 moins v0, il part d'ici et il arrive ici. Voici le vecteur dv. Une fois qu'on a tracé le vecteur dv, eh bien on va calculer la norme de l'accélération. La norme de l'accélération au point M1, elle est égale à la norme de dv divisé par dt. On mesure la longueur de dv. Imaginons par exemple que cette longueur soit égale à 2 cm et que l'échelle des vitesses, c'est 1 cm représente 1 mètre par seconde.
Eh bien, on sait à ce moment-là que la norme de d de v est égale à 2 mètres secondes moins 1. Imaginons que t2 moins t0 soit égal à 1 seconde. t2 moins t0 égale 1 seconde. Nous pouvons maintenant déterminer la norme du vecteur accélération. Que vaut cette norme? Eh bien, tout simplement, la norme du vecteur accélération est égale, au point M1, est égale à la norme de d de v sur dt, c'est-à-dire 2 mètres secondes moins 1 sur 1 seconde, ce qui nous fait 2 mètres secondes moins 2. Pour tracer le vecteur accélération, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut une échelle d'accélération, cette fois-ci. 1 cm représente par exemple 1 mètre seconde moins 2, c'est le plus simple. Hein. Donc, la longueur du vecteur accélération au point M1 vaudra 2 cm. Quelle est sa direction? Eh bien, la direction du vecteur accélération, c'est la direction de d de v. Le sens, c'est celui de d de v puisque dt est positif. Le vecteur accélération est collinéaire au vecteur d de v et de même sens. Il fait combien ce vecteur accélération? Il fait 2 cm. 1, 2. Voilà le vecteur accélération au point M1. Son point d'application, évidemment, est le point M1 puisque c'est l'accélération au point M1. En conclusion, si on désire tracer le vecteur accélération A5 à l'instant T5, on trace d'abord le vecteur V6 moins V4, vecteur variation de vitesse. Ensuite, on détermine sa norme grâce à l'échelle de vitesse. Ensuite, on calcule la norme du vecteur accélération grâce à la formule vecteur accélération A5 égale variation de vecteur vitesse sur variation de temps. Ensuite, on choisit une échelle d'accélération. On en déduit la longueur du vecteur accélération. Et en 5, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on trace le vecteur accélération qui a pour origine le point M5, le sens celui du mouvement, une longueur de 2 cm, une direction celle du vecteur variation de vitesse. Voici sur ce schéma le vecteur A5 collinéaire au vecteur variation de vitesse et qui a pour longueur normalement 2 cm. Vecteur quantité de mouvement petit p, pas à confondre avec le vecteur poids grand P. Le vecteur P, quantité de mouvement, c'est le produit de la masse de l'objet fois son vecteur vitesse. Hein, par exemple, cet objet qui a une masse m égale 200 grammes, 0,2 kg, au cours de son mouvement, il a une certaine vitesse, donc une certaine quantité de mouvement. Quelles vont être les caractéristiques du vecteur quantité de mouvement? Eh bien, P est collinéaire au vecteur V et de même sens puisque la masse est positive. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, P, vecteur P égale 3 kg 3 fois le vecteur vitesse V. Donc collinéaire est de même sens, ce qui implique que sa direction est identique au vecteur V, idem à vecteur vitesse V. Le sens, celui de V, évidemment, celui de V. Son point d'application, eh bien son point d'application, c'est le point M à l'instant T considéré. Hein. C'est un point M. Et ensuite, sa norme ou valeur, que vaut-elle? Eh bien tout simplement, norme de P égale valeur absolue de M. Valeur absolue de M, c'est M, la masse, elle n'est que positive. Donc on va mettre M fois la norme de V. Hein. Quelle va être son unité par conséquent? Eh bien, la masse, son unité légale est en kilogrammes, la vitesse en mètres secondes moins 1. Donc, l'unité de P, c'est des kilogrammes, mètres secondes moins 1. Comment est-ce qu'on trace le vecteur P? Il est collinéaire au vecteur vitesse. Donc, imaginons qu'on ait le vecteur vitesse tangent la trajectoire à l'instant T ici. Eh bien, le vecteur P, il sera également tangent à la trajectoire.
puisqu'il est collinéaire au vecteur vitesse, il aura également le même sens. Évidemment pas la même norme, puisqu'il ne s'agit pas des mêmes unités. Le vecteur vitesse est en mètres par seconde, et le vecteur quantité de mouvement est en kilogrammes mètres seconde moins 1. Utilisons le logiciel d'Australo.net, solide en mouvement sans frottement sur une table horizontale. Lançons le palais et observons ce qui se passe. Nous pouvons sur cette animation marquer les points du centre d'inertie qui est représenté par ce petit rond bleu. Et nous voyons que le mouvement du point bleu est rectiligne puisque sa trajectoire est une droite et uniforme puisque sa vitesse est constante. Il s'agit de bon bien pour le centre d'inertie du carré d'un mouvement rectiligne uniforme. Attention, le mouvement est rectiligne uniforme uniquement pour le centre d'inertie du palais. Si nous prenons un autre point, par exemple la Croix-Rouge, nous voyons que le mouvement de la Croix-Rouge n'est pas rectiligne uniforme. Qu'est-ce qu'un mouvement rectiligne uniforme? Eh bien, tout simplement, c'est un mouvement pour lequel le vecteur vitesse est constant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le vecteur vitesse est constant? Eh bien, il garde la même direction, le même sens et la même norme, quels que soient les instants t correspondant aux différentes positions de la trajectoire. Par exemple, à l'instant t1, eh bien, le vecteur vitesse v1, le voici. Mais à l'instant t2, le vecteur vitesse v2, le voici. Puis à l'instant t3, voici le vecteur vitesse v3, etc., etc. Autrement dit, vecteur vitesse v1 égale vecteur vitesse v2 égale vecteur vitesse v3. Qu'est-ce que ça implique au niveau de l'accélération? Vous savez que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Par exemple, le vecteur accélération au point A2, il va être égal à quoi? Il va être égal au vecteur vitesse v3 moins le vecteur vitesse v1 divisé par t3 moins t1. Comme vecteur vitesse v3 égale vecteur vitesse v1, eh bien le vecteur accélération, dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, est égal au vecteur nul. Qu'est-ce qui est constant également? Eh bien la quantité de mouvement qu'on a vu précédemment, qui vaut le produit de la masse du système fois le vecteur vitesse. Si la masse est constante et le vecteur vitesse est constant, à ce moment-là, le vecteur quantité de mouvement est constant. En résumé, dans un référentiel donné, le mouvement d'un point M est rectiligne uniforme si en chaque instant son vecteur vitesse est constant, son vecteur accélération est égal au vecteur nul, puisque le vecteur accélération à l'instant ti vaut le vecteur vitesse à l'instant i plus 1 moins le vecteur vitesse à l'instant i moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1. Grâce à cette excellente animation de M. Walter Fendt, nous pouvons visualiser trois graphes, x en fonction du temps, v en fonction du temps et a en fonction du temps. Nous avons réglé la vitesse initiale à 0 m par seconde. Et comme il s'agit ici d'un mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est nulle. Et observons ce qui se passe. Eh bien, nous voyons que le véhicule va à une vitesse constante. Son accélération est nulle. Donc v égale constant au cours du temps. L'accélération au cours du temps est nulle. Et x varie de façon linéaire. Nous verrons plus tard pourquoi dans la suite du cours. Bien alors, on a observé les graphes, on a vu que x au cours du temps, il semblait que c'était une fonction linéaire ou une fonction affine. Vx de t, eh bien c'était une constante, et puis
ax de t, c'était une droite qui passe par l'origine, hein, une droite de pente nulle, ax étant égal à 0. Alors pourquoi ceci? Bon, alors, on a vu que le vecteur accélération, dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, était égal au vecteur nul. Donc ça implique que ax égale 0. La coordonnée du vecteur accélération sur l'axe des x est nulle. L'accélération est nulle. Vx, bon, comme le mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse, il est constant. Comme le vecteur i est constant, eh bien Vx est forcément constant. La vitesse sur l'axe des x est constante. Vx égale constante. Il reste OM égale x fois i, vecteur OM, m étant le centre d'inertie de la voiture qui est un mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi x varie de façon linéaire par rapport au temps? Eh bien, on sait que Vx, vitesse sur l'axe des x, c'est une petite variation d'abscisse dx sur une petite variation de temps. Autrement dit, Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. C'est donc en mètres par seconde. Bon, si Vx, c'est dx sur dt, c'est une constante, par exemple, allez, on prend un exemple, 3 mètres seconde moins 1. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, la dérivée de x par rapport au temps vaut 3. Autrement dit, que vaut x? Eh bien, x, il vaut 3 fois t plus une constante. Autrement dit, x est une fonction affine du temps. Pourquoi x égale 3 fois t plus une constante? Eh bien, si on redérive x par rapport au temps, on doit retrouver 3 ici. Dérivons x par rapport au temps. Eh bien, je dérive 3t par rapport au temps, ça donne 3. Et je dérive une constante par rapport au temps, c'est 0. On retrouve bien dx sur dt égale 3. 3 quoi? Eh bien, comme c'est Vx, 3 mètres seconde moins 1. Voilà l'explication de ces courbes x en fonction du temps, Vx en fonction du temps, et ax en fonction du temps. Observons à l'aide de l'animation de M. Walter Fehn le mouvement d'un point d'une automobile dont l'accélération est constante et dont la trajectoire est une droite. Il s'agit donc d'un mouvement uniformément accéléré. Nous démarrons. Nous voyons que l'accélération au cours du temps est constante. La vitesse semble être une fonction linéaire du temps, ou une fonction affine du temps. Et x au cours du temps semble être une parabole. Nous remettons à 0, nous redémarrons pour que vous puissiez observer l'allure de ce mouvement. Observez ici que le vecteur vitesse est de plus en plus grand, le vecteur accélération, lui, étant constant. Bien, donc pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré, premièrement, mouvement rectiligne, la trajectoire est une droite. Uniformément accéléré, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que le vecteur accélération est égal à sa coordonnée ax fois le vecteur i. Si on projette les vecteurs sur l'axe OX ici, eh bien c'est égal à une constante. Comme le vecteur i est constant, ça implique que ax égale constante. Par exemple, ax égale 1 mètre seconde moins 2. ax égale 1 mètre seconde moins 2. Ça veut dire qu'en 1 seconde, la vitesse augmente de 1 mètre par seconde. À t égale 0, elle valait 0 mètres par seconde. À t égale 1 seconde, elle vaut 1 mètre par seconde. À t égale 2 secondes, la vitesse vaut 2 mètres par seconde, etc. etc. C'est pour ça que ax au cours du temps, eh bien on voit une droite ici, avec par exemple, si je prends 1 mètre par seconde, eh bien 1 mètre seconde moins 2, eh bien le chiffre 1 ici. Pour la vitesse Vx, on voit que la vitesse Vx semble être une fonction linéaire ou une fonction affine du temps. Pourquoi? Eh bien ax, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Si ax est une constante, quand je dérive x par rapport au temps, je retrouve 1.
Ça veut dire quoi? Eh bien que Vx est égal à 1 fois t plus une constante. En effet, si on dérive Vx par rapport au temps, eh bien on dérive par rapport au temps 1 fois t, ça fait 1. Donc la dérivée de Vx par rapport au temps, ça nous ferait bien 1. Et si on dérive une constante par rapport au temps, ça fait 0. Donc on retrouve bien que d de Vx sur dt égale 1. 1 quoi? 1 mètre seconde moins 2, autrement dit AX. C'est pour ça que Vx est une fonction affine ou une fonction linéaire du temps. Bien, dernière chose, pourquoi x au cours du temps semble être une parabole? Eh bien, nous savons que Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Si Vx égale, dans notre cas, 1 fois t, ça veut dire quoi? Eh bien que x égale 1 demi de t au carré plus une constante. Pourquoi? Bien, si je dérive 1 demi de t carré, c'est comme si je dérive 1 demi de x carré. Si je dérive 1 demi de x carré, je trouve quoi? Eh bien, la dérivée de x, si on va la mettre là, la dérivée de x par rapport au temps, nous donne quoi? Eh bien, 2 fois 1 demi de t, plus 0, puisque la dérivée d'une constante, c'est nul. 2 divisé par 2, ça fait 1. On retrouve bien la dérivée de x par rapport au temps égale 1 fois t, c'est-à-dire Vx. Tout va bien. Voilà pourquoi x semble être une parabole, puisque c'est de la forme ax carré plus bx plus c. En conclusion, dans un référentiel donné, le mouvement d'un point M est rectiligne uniformément accéléré si en chaque instant son vecteur accélération est constant et que sa trajectoire est une droite. Repère de Freinet. C'est un repère ici orthonormé qui a pour origine le point M et que l'on utilise pour les mouvements circulaires. Donc ce repère de Freinet il est constitué d'un point origine M qui bouge au cours du temps et de deux vecteurs unitaires UN, UT. Alors qu'est-ce que veut dire le terme vecteur unitaire? Tout simplement, c'est que la norme de UN égale la norme de UT égale à 1. 1 quoi? Eh bien, un rien. Il n'y a pas d'unité. Voilà. À partir de ce repère, on va pouvoir exprimer les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération ainsi que du vecteur position. Par exemple, tiens, le vecteur position OM, que vaut-il ici? Eh bien, tout simplement, le vecteur OM, il est ici. Donc, ce vecteur OM, il a deux coordonnées. Sa projection par rapport à une droite qui serait perpendiculaire au rayon par rapport à UT est égal à 0. 0 fois UT. Plus quoi? Eh bien, OM, cette longueur, fois le vecteur UN. Et attention, la coordonnée ici, elle va être comment? Négative, car le vecteur OM est dans le sens opposé au vecteur UN. Donc ça ferait moins OM, distance OM, fois UN. Voilà pour les deux coordonnées du vecteur OM dans cette base, c'est-à-dire 0 pour UT et moins OM pour UN. En conclusion, dans le cas des mouvements circulaires, on utilisera le repère de Freinet avec le point M qui est mobile au cours du temps, UN et UT, deux vecteurs unitaires et orthogonaux. Le vecteur unitaire UT est tangent à la trajectoire au point M où se trouve le mobile et le vecteur est orienté arbitrairement, pas nécessairement dans le sens du mouvement. Le vecteur unitaire UN, lui, est normal à la trajectoire, donc, et il est orienté vers l'intérieur de la courbe. Voici pour le vecteur UT et le vecteur UN. Mouvement circulaire uniforme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un mouvement circulaire uniforme? Eh bien, un point M décrit une trajectoire circulaire
avec une vitesse v égale constante. Par exemple, je sais pas moi, allez, à peu près, allez, 1 mètre par seconde. Attention, la vitesse est constante, mais le vecteur vitesse n'est pas constant. En chaque instant, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, mais sa direction, elle change. Si sa direction change, le vecteur n'est pas constant. Donc, première chose, première remarque importante, le vecteur vitesse n'est pas constant. Nous allons exprimer dans le repère de Freinet M, UN, UT, le vecteur vitesse. Que vaut-il le vecteur vitesse? Tout simplement, sa coordonnée par rapport au vecteur unitaire UT, qui vaut quoi? Eh bien, norme de V fois U de T. Si évidemment j'ai orienté U de T dans le sens du mouvement, hein, qui est celui-ci, c'est ce qui est beaucoup plus pratique, sens du mouvement. Et quelle est sa coordonnée par rapport au vecteur UN? Eh bien, sa projection sur cet axe nous donne un point. Autrement dit, la coordonnée est nulle. Donc, plus 0 fois le vecteur UN. Le vecteur vitesse, dans le repère de Freinet, a une coordonnée V et l'autre coordonnée vaut 0. Que vaut le vecteur accélération? Alors, le vecteur accélération, il est égal à V carré sur R fois le vecteur UN plus d de V sur dt fois le vecteur UT. Ça, c'est l'expression générale d'un vecteur accélération dans cette base de Freinet, dans le cas d'un mouvement circulaire quelconque. Dans notre cas, V est constant. Autrement dit, si V est constant, d de V sur dt, cette coordonnée, elle est égale à quoi? Ben, ce serait V à l'instant 2 moins V à l'instant 1 sur T2 moins T1. Comme V est constant, V2 égale V1, donc d de V sur dt égale 0. Donc, cette coordonnée est égale à 0. Il ne nous reste donc plus que le vecteur accélération qui vaut V carré sur R fois le vecteur UN. Qu'est-ce que R? Eh bien, R, c'est tout simplement le rayon de la trajectoire. Alors, vérifions les unités de cette expression. Nous savons que l'accélération est en mètres secondes moins 2. V au carré, ça nous fait des mètres secondes moins 1 au carré, autrement dit mètres carré seconde moins 1 au carré, ça fait seconde moins 2, divisé par R, rayon de la trajectoire qui est en mètres. Donc nous retrouvons bien des mètres secondes moins 2 qui sont égales à des mètres secondes moins 2. Traçons maintenant le vecteur accélération. Eh bien, comme il n'a qu'une seule coordonnée suivant UN, il ne reste plus qu'à le tracer. Sa coordonnée positive, donc il est dans le sens de UN. C'est un vecteur accélération que nous nommons vecteur accélération centripète, qui est orienté vers le centre de la trajectoire. Un exemple de mouvement circulaire, enfin quasi-circulaire et quasi-uniforme, ce serait le mouvement de rotation des planètes telluriques autour du Soleil. Ici, nous avons Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Alors, on voit que ces mouvements ne sont pas tout à fait circulaires uniformes, puisque leur trajectoire n'est pas vraiment un cercle, mais plutôt une ellipse. Cette animation nous est proposée par M. Gastebois. En conclusion, dans un référentiel donné, le mouvement d'un point M est circulaire uniforme si en chaque instant la valeur V de la vitesse est constante et que la trajectoire est une portion de cercle de rayon R. Le vecteur accélération est centripète, orienté vers le centre de la trajectoire. Les coordonnées des vecteurs accélération, vitesse et position sont dans la base de Freinet OM égale moins R fois le vecteur UN. Le vecteur vitesse égale V fois le vecteur UT. Et le vecteur accélération est égal à V carré sur R fois le vecteur UN. AN égale V carré sur R est la valeur de l'accélération normale
AT égale 0, c'est la valeur de l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle est nulle car la vitesse v, attention pas le vecteur vitesse, mais la vitesse v est constante. Attention, la démonstration qui suit n'est pas au programme de Terminal S. Elle sera un peu succincte parce qu'il vous manque certains éléments en mathématiques. A égale v carré sur R fois le vecteur un. Vous êtes un petit peu étonné par cette formule et je la comprends et je comprends votre étonnement. Donc on va essayer de démontrer rapidement pourquoi le vecteur accélération est égal à v carré sur R fois le vecteur un. Vous savez que le vecteur accélération, il est égal à quoi? À la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse qui est égal à v fois u de t. Bon. Nous dérivons par partie, donc le vecteur accélération est égal à la dérivée de v par rapport au temps fois le vecteur ut. Plus quoi? Eh bien, v fois la dérivée par rapport au temps du vecteur ut. Attention, ce vecteur tangentiel n'est pas constant, puisque en chaque instant, il change de direction. dv sur dt, comme la vitesse est constante, dv sur dt, on l'a vu précédemment, égale 0. Et il ne nous reste plus qu'à démontrer que v fois d2, la dérivée de ut par rapport au temps, est égale à v carré sur r fois le vecteur un. On s'accroche. Donc, nous allons utiliser l'astuce suivante. A égale v fois la dérivée de u de t par rapport à la variation d'angle qui s'est produite pendant l'instant dt. À l'instant t1, par exemple, le point se trouvait en m1, puis à l'instant t2, le point se trouve en m2. Fois, il faut qu'on retrouve la dérivée par rapport au temps, donc fois dérivée de θ par rapport au temps. Qu'est-ce que c'est que la dérivée de θ par rapport au temps? C'est la petite variation d'angle pendant la petite variation de temps, soit par exemple 1 radian par seconde. Ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Vitesse angulaire. Bien. Alors, exprimons v par rapport à dθ sur dt. Pendant un temps dt, le mobile a parcouru une distance dl. Que vaut dl, la petite variation? Eh bien, c'est r dθ. R fois dθ. La vitesse, que vaut-elle? Eh bien, la vitesse, c'est la distance parcourue, dl, pendant le petit temps dt. Donc, c'est égal à r fois dθ sur dt. Autrement dit, que vaut la dérivée de θ par rapport à dt, par rapport au temps? Eh bien, elle est égale à v sur r. On a déjà remplacé ça par v sur r. Et regardez ce qui apparaît. Eh bien, on a v fois v sur r. Ça fait v carré sur r. On y approche. On s'approche, on s'approche. Vecteur accélération est donc égal à v carré sur r fois la dérivée du vecteur ut par rapport à θ. Dernière chose, alors ça, je suis obligé de vous le dire, c'est difficile à démontrer au niveau terminal. La dérivée de ut par rapport à dθ, et bien ça fait vecteur un. Alors, pourquoi? Bon, je peux vous le montrer rapidement. Eh bien, si vous avez l'instant ut1 ici et ute, ut2 ici, si vous faites la dérivée de ut par rapport à dθ, ça fait quoi? Eh bien, vous faites ut2 moins ut1, ut2 moins ut1, donc ça nous ferait ut2 moins ut1, et vous allez voir que la direction de ce vecteur, eh bien, elle est égale à la direction du vecteur un à cet instant considéré. Donc le vecteur accélération est égal à v carré sur r fois le vecteur un.
Voilà, cette démonstration est incomplète car nous ne pouvons pas démontrer mathématiquement en terminale que la dérivée de t sur dθ est égale à un. À vous, hein, pour les petits curieux, de regarder dans des bouquins de fac. Et là, on vous démontrera proprement cette expression. Sur cette autre animation de l'Université de Nantes, nous pouvons voir simultanément pour ce mouvement d'un pendule circulaire non uniforme, le vecteur vitesse, v, le vecteur accélération, a, le poids p, en chaque instant. On voit notamment que lorsque le pendule passe par sa position d'équilibre, l'accélération a est centripètre, c'est-à-dire orientée vers le centre de la trajectoire, et le vecteur vitesse est perpendiculaire au vecteur accélération. C'est un cas particulier, car en aucun autre instant, eh bien, nous retrouvons ce cas de figure. À remarquer que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire, le poids P évidemment est vertical, et la tension T du fil a pour direction celle du fil. Mouvement circulaire non uniforme. Eh bien, dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme, d'un point M, eh bien, ce point M décrit une trajectoire circulaire ou une portion de cercle à une vitesse V qui n'est pas constante. Donc, à un certain moment, la vitesse est lente, par exemple, faible, puis elle accélère, puis elle diminue, etc., etc. Mouvement circulaire non uniforme. Que vaut le vecteur accélération? Alors, pour le trouver, nous allons d'abord exprimer le vecteur vitesse dans le repère de Freinet m ut un. Eh bien, le vecteur vitesse, comme précédemment, il est égal à la vitesse fois ut, puisque, je vous rappelle, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Que vaut le vecteur position OM? Eh bien, OM, c'est égal à cette distance qui est le rayon du cercle, hein, R fois UN, mais attention, comme le vecteur OM est orienté dans le sens opposé au vecteur UN, c'est moins R fois UN. Dernière chose, le vecteur accélération, le gros morceau de la démonstration. A, vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On voit tout de suite que ce vecteur accélération n'est pas nul, car le vecteur vitesse n'a ni une norme constante, puisque le mouvement n'est pas uniforme, ni une direction constante. Donc le vecteur accélération n'est pas constant. Que vaut-il? Eh bien, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse qui est égal à v fois u de t. On dérive par morceaux. Ça nous donne donc quoi? L'accélération, c'est la dérivée de v par rapport au temps fois le vecteur unitaire u de t, plus v fois la dérivée par rapport au temps du vecteur u de t. Alors, ceci, on l'a vu précédemment, hein, c'est l'accélération normale, c'est-à-dire que le vecteur accélération est égal à dv sur dt fois le vecteur u de t, plus v carré sur r fois le vecteur un normal. Autrement dit, le vecteur accélération a deux coordonnées dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme. L'accélération tangentielle AT, qui est la coordonnée par rapport au vecteur unitaire U de t, qui vaut dv sur dt. Elle est différente de 0. Pourquoi? Parce que la vitesse n'est plus constante. C'est la différence avec le mouvement circulaire uniforme, où la vitesse est constante. Et il y a une accélération normale, AM, qui est égale à v carré sur r. Il faut connaître les deux coordonnées du vecteur accélération dans le repère de Freinet, dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme. En conclusion, dans un référentiel donné, le mouvement d'un point M est circulaire non uniforme si en chaque instant la valeur de sa vitesse n'est pas constante et que la trajectoire est une portion de cercle de rayon R. En chaque instant, les coordonnées des vecteurs accélération, vitesse et position
sont dans le repère de Freinet, vecteur OM égale R fois U de N, vecteur vitesse égale V fois U de T, l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qui a deux coordonnées, V carré sur R par rapport à U de N, et d de V sur dt par rapport à U de T. AN et AT sont les coordonnées de l'accélération normale et de l'accélération tangentielle dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme. Première loi de Newton, appelée également principe d'inertie. Étudions deux cas. Premier cas. Voilà cet objet qui est posé sur ma main. Il est soumis à combien de forces? Eh bien, tout simplement, son poids P, orienté vers le bas, vecteur poids P, tel que vecteur poids P égale le produit de sa masse fois le vecteur G étant ici le vecteur champ de pesanteur terrestre, puisqu'on est sur Terre, il faut le savoir. Et puis, il y a un autre vecteur, c'est le vecteur réaction de la main, R. Que valent la somme des forces extérieures agissant sur l'objet? Eh bien, R plus P égale vecteur nul. Les deux forces se compensent. L'objet, à ce moment-là, il est quoi? Immobile. Vecteur vitesse V G, c'est-à-dire vecteur vitesse du centre d'inertie égale vecteur nul, égale une constante. Regardons maintenant une deuxième expérience pour voir si à nouveau on a la somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nul, implique vecteur vitesse égale constante. On va placer maintenant la balle sur ce sol et on va lui imprimer une force au départ et on va regarder quel est son mouvement. Allez, on la refait. Alors, on va analyser ça maintenant. Alors, on a remarqué que la balle, elle faisait quoi? Elle avait un mouvement rectiligne uniforme à une vitesse à peu près constante. Mouvement rectiligne uniforme, elle est soumise à combien de forces? Eh bien, toujours le poids P. Toujours la réaction R avec R perpendiculaire au plan parce que on va admettre qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a qu'un seul point de contact entre la balle et le sol, donc très peu de frottement. Donc R perpendiculaire au plan. Donc P plus R égale vecteur nul, ce qui implique donc somme des forces extérieures égale vecteur nul. Et la vitesse de la balle, elle est constante, à peu près. Vecteur vitesse Vg, si je le place à l'instant 2 ou à l'instant 1, eh bien le vecteur vitesse Vg est constant. Pourquoi? Parce que le mouvement est rectiligne et la vitesse est constante. De l'ordre à peu près de 1 mètre par seconde. Bien, le vecteur vitesse, il est donc constant, donc qu'est-ce qu'on peut écrire? Somme des forces extérieures. Si somme des forces extérieures égale vecteur nul, eh bien, ça implique à ce moment-là que le vecteur vitesse, Vg, est constant. La réciproque est vraie également. Si le vecteur vitesse Vg est constant, vecteur vitesse du centre d'inertie est constant, alors à ce moment-là, eh bien, ça implique que la somme des forces extérieures agissant sur un objet est égale au vecteur nul. Au passage, on remarque que dès que la balle elle tape contre la paroi, qu'est-ce qui se passe? Le vecteur vitesse, il change de direction. Il n'est plus égal au le vecteur vitesse change de direction, c'est-à-dire que le vecteur vitesse n'est plus constant. Pourquoi? Parce qu'au point d'impact, qu'est-ce qui se passe au point d'impact? Tiens, on va le mettre ici. Pourquoi le vecteur vitesse il est plus constant? Parce qu'il y a à ce moment-là trois forces qui agissent. Le vecteur poids, le vecteur réaction du plan R, et puis la force exercée par le plan sur l'objet, et cette somme des forces n'est plus égale au vecteur nul, et si la somme des forces extérieures
est différent du vecteur nul, d'après le principe d'inertie, le vecteur vitesse, Vg, il n'est plus constant. En conclusion, pour cette première loi de Newton au principe d'inertie, lorsqu'un système matériel est pseudo-isolé, soumis à des forces qui se compensent, ou isolé, soumis à aucune force, c'est le cas d'un solide, par exemple, dans le vide, éloigné de toute planète ou de toute étoile. Par rapport à un référentiel galiléen, ce système matériel est alors soit au repos, soit le mouvement de son centre d'inertie est rectiligne uniforme. Son vecteur vitesse est alors constant. La réciproque est vraie. Seconde loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique. Dans un référentiel galiléen, alors qu'est-ce qu'on appelle référentiel galiléen? Par exemple, la Terre. Dans un référentiel galiléen, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que la somme des forces extérieures agissant sur un solide, donc le système considéré, est égale à la variation de la quantité de mouvement de ce solide par rapport au temps. La quantité de mouvement du solide, c'est le produit de sa masse par sa vitesse. Imaginons un premier cas, où généralement c'est le cas qui se présentera en terminale S, où la masse est constante. Que pouvons-nous sortir de la dérivée par rapport au temps de m fois v? La masse étant constante par rapport au temps, c'est-à-dire que le solide garde sa masse constante, 1 kg à l'instant t1, 1 kg à l'instant t2. À ce moment-là, on peut sortir la masse ici de la dérivée et nous retrouvons que la somme des forces extérieures agissant sur un solide est égale au produit de sa masse par la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qu'est-ce que c'est? C'est l'accélération. Donc, si je dis bien la masse est constante, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse du solide par le vecteur accélération. Prenons un autre exemple de cette seconde loi de Newton. Nous avons vu que dans le cas où le palais se déplace sans frottement sur une surface, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie? Comme somme des forces extérieures égale au vecteur nul, qui est égal à la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps, eh bien ça veut dire que cette variation de quantité de mouvement par rapport au temps est nulle, donc le vecteur quantité de mouvement, P, il est constant. Produit de sa masse fois sa vitesse. Comme sa masse est constante, son vecteur vitesse, évidemment, est constant. Prenons un deuxième cas. Dans ce deuxième cas, le palais, il est en déplacement, puis d'un seul coup, on le pousse. Qu'est-ce qui se passe pour lui concrètement? La somme des forces extérieures R plus P plus F, comme R plus P est égal au vecteur nul, est égale au vecteur F. Elle est différente du vecteur nul. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, si la somme des forces extérieures est différente du vecteur nul, comme la somme des forces extérieures est égale au produit, à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, qui est différent du vecteur nul, ça veut dire que le vecteur quantité de mouvement n'est plus constant. En effet, la dérivée de P par rapport au temps, c'est quoi? C'est le vecteur quantité de mouvement à l'instant t2 moins le vecteur quantité de mouvement à l'instant t1 divisé par t2 moins t1. Si c'est différent du vecteur nul, ça veut dire que P2 est différent de P1. P2 est différent de P1. Autrement dit, le produit de la masse fois le vecteur vitesse à l'instant t2 est différent du produit de la masse fois le vecteur vitesse à l'instant t1, dans le cas de ce solide. Ça signifie tout simplement que les vecteurs vitesse sont différents. Si la masse est constante, qu'est-ce qu'on peut écrire par conséquent? Eh bien, le vecteur F, somme des forces extérieures, est égal à la dérivée du vecteur P par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de la masse fois le vecteur vitesse,
Comme la masse est constante, ça nous donne le vecteur f égale m fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire m fois le vecteur accélération. La force extérieure, F, elle produit quoi? Une accélération du véhicule. En conclusion, seconde loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique, dans un référentiel galiléen comme la Terre par exemple, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système est égale à la dérivée par rapport au temps de sa quantité de mouvement. Somme des forces extérieures égale dérivée de la quantité de mouvement, vecteur P, par rapport au temps. Dans le cas particulier où le système conserve une masse constante, la seconde loi devient somme des forces extérieures égale la dérivée de la masse fois le vecteur vitesse par rapport au temps. La masse, on la sort de l'expression, ça nous donne donc somme des forces extérieures égale le produit de la masse fois le vecteur accélération. Une application de cette seconde loi de Newton au principe fondamental de la dynamique. Sans un quand même, et j'ai mis un E tout à l'heure, on oublie. Bon, mise en fourrière, moment difficile pour un automobiliste A, dont la voiture a une masse ma égale Newton. La force de propulsion du véhicule B, on la cherche. Véhicule B, c'est le véhicule qui tracte le véhicule A. Les frottements sont négligeables. Et l'accélération vaut 3 mètres seconde moins 2, c'est-à-dire qu'en une seconde, la vitesse de A augmente de 3 mètres par seconde. Bon, alors, on y va. Qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, on écrit que la somme des forces extérieures appliquées au système véhicule A est égale à la variation de la quantité de mouvement du véhicule A par rapport au temps, c'est-à-dire la variation par rapport au temps du produit de la masse fois la vitesse. Comme la masse, c'est la masse ma qui est une masse constante, on peut la sortir de la dérivée, ce qui nous fait ma fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Que vaut la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps? Eh bien, tout simplement, l'accélération. Donc, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse fois l'accélération. Somme des forces extérieures, quelles sont-elles? Première force, le poids P. Deuxième force, la réaction R, qui est normale à la route puisque les frottements sont négligeables. Et troisième force, eh bien, la force de traction que nous cherchons. Donc nous pouvons écrire que somme des forces extérieures égale R plus P plus F, avec R plus P égale au vecteur nul, donc égale ma fois le vecteur accélération. Dernière chose, nous devons passer aux normes. Si ce vecteur f est égal à ma fois un vecteur a, un vecteur égale à un autre vecteur, sa norme est égale à la norme de ce second vecteur. Autrement dit, norme de f égale ma qui est positif, hein, donc ce serait la valeur absolue de mais ma étant positif c'est ma, fois la norme de a. Passons à l'application numérique. La norme de f égale une tonne, dans l'unité légale, attention, c'est 1 fois 10 puissance 3 kg, 1 fois 10 puissance 3 kg, fois 3 mètres seconde moins 2, ce qui nous fait 3000 newtons. 3 fois 10 puissance 3 newtons. Voilà la force de propulsion du véhicule B qui permet d'entraîner le véhicule A avec une accélération de 3 mètres seconde moins 2. Une petite rectification, il s'agit bien, et vous l'avez bien noté, d'une force de traction du véhicule et non de propulsion. La propulsion, c'est le cas des véhicules qui ont les roues motrices à l'arrière du véhicule. Hein. Et il s'agit là ici d'une traction puisqu'on tire par devant le véhicule.
Seconde loi de Newton, mouvement de chute libre. Mouvement de chute libre, c'est un mouvement qui s'effectue sans frottement. Un mouvement de chute libre, ça peut être un mouvement de chute libre vertical. Mais ce mouvement-là, hop là, également un mouvement de chute libre, puisque ce mouvement se fait sans frottement. D'accord? Dans un champ de pesanteur supposé constant. Alors, vous aurez à démontrer ceci, eh bien, que dans le cas du mouvement de chute libre, le vecteur accélération du système est égal à l'intensité du champ de pesanteur terrestre. À vous. Vous voyez? Alors on y va. Somme des forces extérieures appliquées au système égale la variation de la quantité de mouvement du système par rapport au temps. On va prendre l'exemple le plus simple, la chute libre verticale. Quelles sont les forces extérieures agissant sur un solide qui est en chute libre verticale? Eh bien, comme il n'y a pas de frottement, la seule force qui agit sur le solide est son poids P. Donc, la somme des forces extérieures est égale au poids P. Ne confondez pas la quantité de mouvement et le poids P, évidemment. Quantité de mouvement, petit p, poids P, grand P. Alors, la variation de quantité de mouvement est égale à quoi? La variation du produit de la masse fois le vecteur vitesse du centre d'inertie du solide, tout ça évidemment dans le référentiel galiléen, qui est égal au poids P, qui est égal au produit de la masse fois l'intensité du champ de pesanteur terrestre, je vous rappelle. La masse du solide au cours de la chute libre, elle est constante. On peut donc la sortir de la dérivée, ce qui nous donne m fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qui est égal à m fois g. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le vecteur accélération. La masse m se simplifiant. Nous avons donc le vecteur accélération qui est égal au vecteur intensité, au vecteur champ de pesanteur terrestre. Ces deux vecteurs étant égaux, leurs normes sont égales. C'est-à-dire que l'accélération, la norme de l'accélération, est égale à la norme de g. Norme de g qui vaut, je vous rappelle, 9,8 newtons par kilogramme. Comme l'accélération est en mètres secondes moins 2, le vecteur g a une autre unité que le newton par kilogramme, c'est le mètre seconde moins 2. Autrement dit, l'accélération a pour norme 9,8 mètres secondes moins 2. Elle est constante. C'est égal donc à une variation de vitesse sur une variation de temps. Si je prends une variation de temps égale 1 seconde, eh bien ça veut dire que la variation de vitesse vaut 9,8 mètres seconde moins 1. Puisque 9,8 mètres seconde moins 1 divisé par 1 seconde, ça nous donne donc 9,8 mètres seconde moins 2. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement qu'au cours d'une chute libre, la vitesse varie de 9,8 à peu près 10 mètres par seconde en 1 seconde. Un exemple, c'est l'instant t égale 0, la vitesse est nulle. Eh bien, au bout d'une seconde, la vitesse vaudra quoi? Eh bien, 9,8, à peu près 10 mètres par seconde. Ce qui nous fait 36 km/h. Au bout de 2 secondes, elle vaudra quoi? 20 mètres par seconde. Au bout de 3 secondes, 30 mètres par seconde, etc., etc. Bien, allez, on attaque là, bébé. Bon. Troisième loi de Newton ou principe d'interaction. Qu'est-ce qui nous dit cette troisième loi de Newton? Si un objet A exerce une force sur un objet B, notez F de A sur B, alors l'objet B exerce sur l'objet A une force qui lui est opposée. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? F de A sur B égale moins F de B sur A. Je prends un premier exemple. Si ma main exerce une force sur cet objet, la force de la main sur l'objet, orientée vers le haut, à ce moment-là, l'objet exerce une force sur ma main,
force que je vais noter F de l'objet sur la main, qui lui sera opposée. C'est-à-dire qu'on pourrait écrire que la force de la main sur l'objet égale moins la force de l'objet sur la main. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme deuxième exemple? Tiens, allez, hop, je prends la première chose qui me tombe sur la main. C'est quoi? Eh bien, c'est ce pendule. Voilà, une webcam qui est en train d'osciller. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans ce cas-là, la force exercée par le fil sur la webcam, orientée vers le haut, direction le fil, est opposée à quoi? Eh bien, à la force exercée par la webcam, ça sera la force exercée par la webcam sur le fil. Un troisième exemple, si on prend le cas de la Terre et de vous-même, la force exercée par la Terre sur vous-même, c'est ce qu'on appelle la force de gravitation. Cette force de gravitation, elle s'exerce au centre de vous-même, centre d'inertie, le petit nombril. Cette force exercée par la Terre sur vous est opposée à quoi? À la force exercée par vous sur la Terre. Et vous exercez une force sur la Terre qui partirait d'où? Du centre de la Terre. Et cette force de vous sur la Terre, elle serait opposée à la force de la Terre sur vous, c'est-à-dire moins F de V sur T. Alors, ça peut paraître choquant ce dernier exemple, parce que imaginez que votre force de gravitation, c'est à peu près égal à votre poids. Hein. Donc, la norme, la force de la Terre sur vous, c'est à peu près votre poids P, c'est-à-dire M fois G. On va dire 50 fois 10, allez, 500 newtons. Bien, ça veut dire que la Terre, elle exerce sur vous une force de gravitation de 500 newtons, qui vous fait rester sur Terre. Quand vous sautez, vous retombez. Force de gravitation. Eh bien, on peut dire également que vous, petit écolier, petit étudiant, ou grand ou moyen étudiant qui me regardez, eh bien, vous exercez une force sur la Terre. Et cette force exercée par vous sur la Terre, elle vaut également, comme ces deux vecteurs sont opposés, eh bien, elle vaut aussi 500 newtons. Alors, l'effet, évidemment, n'est pas le même. Hein. Pourquoi? Parce que la masse de la Terre est énorme, alors que votre masse, à vous, elle est extrêmement faible. Donc, l'effet n'est pas le même, mais la valeur de la force est la même. Nous allons illustrer le principe de la propulsion par réaction à l'aide d'une petite expérience. À la gauche, nous avons un solide qui représenterait les gaz, et à la droite, un solide un peu plus grand qui représenterait l'avion. Nous allons brûler le ressort qui se situe entre les deux solides et voir ce qui se passe. Eh bien, au moment où le ressort est brûlé, les gaz vont être réjectés vers la gauche, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'avion va partir vers la droite. Voici le principe de la propulsion par réaction. Explication de la propulsion par réaction grâce à la conservation de la quantité de mouvement. On va considérer un système gaz-avion qui à l'instant T est immobile. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là de ce système? Eh bien, le plan étant sans frottement, la somme des forces extérieures agissant sur le système est égale au vecteur nul, puisque P1 est opposé à R1 et P2 est opposé à R2. Que vaut la quantité de mouvement de ce système avant injection des gaz? Eh bien, la quantité de mouvement P, elle est égale à M1 fois le vecteur vitesse V1 des gaz, plus M2 fois le vecteur vitesse V2 de l'avion. Comme le vecteur vitesse V1 et V2 sont tous les deux égaux au vecteur nul, puisque le système est immobile, la quantité de mouvement du système avant injection des gaz est égale au vecteur nul. À l'instant T', eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'avion va éjecter des gaz dans ce sens, et ça va lui permettre d'être propulsé par réaction, évidemment, à cette éjection des gaz, dans l'autre sens. À vous de démontrer que la quantité de mouvement des gaz après éjection est égale à l'opposé de la quantité de mouvement de l'avion. Ça y est? Bon.
reconsidérons ce système après éjection des gaz. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la somme des forces extérieures est toujours égale au vecteur nul. Ça n'a pas changé. Que vaut la somme des forces extérieures du système? Eh bien, elle est égale à la variation du vecteur quantité de mouvement du système par rapport au temps, c'est-à-dire la quantité de mouvement du système après éjection moins la quantité de mouvement du système avant éjection divisé par dt. La quantité de mouvement du système avant éjection valait M1 V1 plus M2 V2 qui vaut quoi? Qui vaut le vecteur nul, puisque V1 est égal au vecteur nul et V2 est égal au vecteur nul. Ce qui implique par conséquent que P' moins P étant égal au vecteur nul, P', quantité de mouvement du système après éjection, est égal à la quantité de mouvement du système avant éjection, c'est-à-dire un vecteur nul. Bien. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ceci? Eh bien, la quantité de mouvement du système après éjection est égale à quoi? À la somme des quantités de mouvement P'1 du gaz plus P'2 de l'avion. Autrement dit, P'1 égale moins P'2. Ce qui, écrit en d'autres termes, signifie que M1 masse des gaz fois vitesse des gaz après éjection égale moins M2 fois vecteur vitesse de l'avion après éjection. Nous voyons bien que V'1 et V'2 sont de sens opposé, ce qui permet, lorsque l'avion éjecte des gaz, eh bien d'être propulsé dans l'autre sens. Vous avez exactement le même phénomène quand vous soufflez dans un ballon. Vous lâchez, lorsque l'air est expulsé dans ce sens-là, le ballon de baudruche, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans l'autre sens.